Le reflet dans le miroir de la chambre à coucher révélait une femme de 32 ans aux cheveux châtains ondulés, encadrée par un visage délicat, mais marqué par une tristesse silencieuse. Amélie Dufresne ajustait machinalement son collier de perles, un geste devenu rituel avant chaque événement mondain de la famille Girard. 3 années de mariage, et elle maîtrisait parfaitement l'art de paraître heureuse. À travers les hautes fenêtres du château familial de Pessac, les vignobles s'étendaient à perte de vue, sous le ciel gris de novembre. Cette propriété viticole, l'une des plus prestigieuses de Bordeaux, était le cœur de l'empire Girard depuis 4 générations. Un héritage que son mari Armand protégeait avec une dévotion qui ne laissait aucune place à l'intimité conjugale. « Madame, monsieur vous attend dans le salon », annonça Margot, la gouvernante, depuis le seuil de la porte. Amélie hocha la tête sans se retourner. Elle savait exactement ce qui l'attendait. Armand, impeccable dans son costume 3 pièces sombre, consulterait sa montre avec impatience tout en révisant mentalement la liste des investisseurs présents ce soir. Il lui adresserait peut-être un regard approbateur sur sa tenue, une robe noire classique qui ne risquait d'attirer aucune attention particulière. Puis, il monterait dans la Mercedes sans échanger plus de 3 phrases durant le trajet vers le Grand Théâtre de Bordeaux. Le gala annuel de la Fondation Girard pour le développement économique régional était l'événement le plus attendu du calendrier mondain bordelais. 300 invités triés sur le volet, un dîner à 1 000 € le couvert et des discours interminables sur la responsabilité sociale des entreprises. Amélie y assistait depuis son mariage, toujours à la même place, toujours avec le même sourire poli, toujours invisible. Elle descendit l'escalier de marbre, ses talons résonnant dans le hall d'entrée orné de portraits ancestraux. Armand l'attendait effectivement, mais quelque chose était différent ce soir. Son regard s'attarda sur elle plus longtemps qu'à l'habitude, et elle crut déceler une lueur d'interrogation dans ses yeux bleus acier. « Tu es différente ce soir », murmura-t-il, en lui offrant son bras. Amélie sentit son cœur s'accélérer. Était-ce parce qu'elle avait choisi de porter ses cheveux détachés, ou peut-être avait-il remarqué le parfum discret de jasmin qu'elle avait osé vaporiser sur ses poignets, le premier qu'elle s'était offert depuis leur mariage, acheté impulsivement lors d'une promenade solitaire dans les rues de Saint-Émilion la semaine précédente. « Vraiment ?» répondit-elle, surprise par sa propre audace de poser la question. Mais déjà, Armand avait détourné le regard vers son téléphone, où s'affichaient plusieurs notifications urgentes. Le moment de connexion, si fragile soit-il, s'évanouit aussi rapidement qu'il était apparu. Durant le trajet, Amélie observa le profil de son mari à la dérobée. À 40 ans, Armand Girard incarnait parfaitement l'homme d'affaires accompli. Cheveux noirs disciplinés, mâchoire carrée, et cette façon particulière de tenir ses épaules qui trahissait des années d'éducation stricte dans l'élite bordelaise. Son grand-père avait bâti l'empire, son père l'avait développé, et Armand le perpétuait avec une rigueur qui ne laissait aucune place à la spontanéité. Ils s'étaient rencontrés lors d'un dîner d'affaires organisé par le père d'Amélie, lui-même propriétaire d'une petite maison de négoce en vin. Leur mariage avait été présenté comme une alliance stratégique bénéfique aux 2 familles. Amélie, fraîchement diplômée en œnologie, avait accepté cette union en espérant secrètement qu'avec le temps, l'affection et peut-être même l'amour naîtraient naturellement. 3 ans plus tard, elle réalisait amèrement que certains espoirs étaient voués à demeurer des illusions. Le Grand Théâtre s'illuminait de 1000 feux lorsque leur voiture s'arrêta devant l'entrée principale. Les flashs des photographes crépitaient, immortalisant l'arrivée des personnalités les plus influentes de la région. Armand aida galamment Amélie à descendre de voiture, sa main se posant brièvement sur le creux de ses reins, un geste machinal de courtoisie qui ne trahissait aucune tendresse particulière. À l'intérieur, l'atmosphère feutrée du théâtre contrastait avec l'effervescence des conversations mondaines. Amélie reconnut immédiatement les visages familiers. Madame Dubois, l'épouse du maire, toujours vêtue de tenues extravagantes. Monsieur Leclerc, le banquier dont les plaisanteries douteuses faisaient rire jaune l'assistance. Et bien sûr, Henri Girard, le père d'Armand, un homme de 70 ans dont l'autorité naturelle imposait le respect jusque dans ses silences. « Amélie, ma chère », l'interpella Madame Dubois en s'approchant. « Vous êtes rayonnante ce soir, n'est-ce pas, Armand ?» Mais Armand était déjà en grande conversation avec un groupe d'investisseurs étrangers, totalement absorbés par une discussion sur les nouvelles réglementations européennes concernant l'exportation vinicole. Amélie sourit poliment à Madame Dubois et s'excusa pour se diriger vers le bar. C'est là, en sirotant une coupe de champagne millésimée, ironiquement un concurrent direct des vins Girard, qu'elle remarqua un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Grand, élégant, il portait un smoking parfaitement coupé,
mais avec une désinvolture qui tranchait avec la rigidité ambiante. Leurs regards se croisèrent par hasard, et il lui adressa un sourire spontané qui la fit rougir malgré elle. Pour la première fois depuis longtemps, Amélie se sentit vue. L'inconnu s'approcha du bar avec une aisance naturelle, qui contrastait avec la raideur protocolaire des autres invités. Amélie remarqua ses yeux verts pétillants d'intelligence et sa façon de tenir sa coupe de champagne avec désinvolture, comme s'il assistait à une réunion d'amis plutôt qu'au plus prestigieux gala de Bordeaux. « Permettez-moi de me présenter », dit-il avec un léger accent qu'Amélie ne parvenait pas à identifier. « Lorenzo Benedetti, investisseur en développement durable. Et vous devez être Madame Girard. » Amélie faillit renverser sa coupe. Depuis quand quelqu'un la reconnaissait-il avant de connaître Armand? Habituellement, elle était présentée comme l'épouse de Monsieur Girard, jamais comme une personne à part entière. « Comment le savez-vous » bégaya-t-elle, troublée par cette attention inhabituelle. « Votre mari m'a parlé de vous lors de notre correspondance préliminaire. Il a mentionné votre diplôme en œnologie et votre connaissance approfondie des terroirs bordelais, » expliqua Lorenzo avec un sourire chaleureux. « J'avoue être très curieux de connaître votre opinion sur l'évolution du marché du vin biologique en France. » Amélie resta bouche bée. Armand avait parlé d'elle, de ses compétences. C'était si improbable qu'elle se demanda un instant si cet homme ne la confondait pas avec quelqu'un d'autre. Depuis leur mariage, son expertise œnologique avait été soigneusement reléguée au rang de simple hobby sans importance. Eh bien, elle chercha ses mots, déstabilisée par cette conversation inattendue. Je pense que l'avenir appartient effectivement aux méthodes durables. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l'impact environnemental et la qualité des vins biologiques a considérablement progressé ces dernières années. Les yeux de Lorenzo s'illuminèrent. Exactement. C'est précisément pour cette raison que mon groupe s'intéresse aux domaines innovants de votre région. Vous semblez avoir une vision très juste du marché. Amélie sentit une chaleur inconnue envahir sa poitrine. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait valorisé son opinion professionnelle? Elle se redressa inconsciemment, ses épaules se décrispant pour la première fois de la soirée. Les Girard possèdent d'ailleurs quelques parcelles expérimentales en biodynamie, continua-t-elle avec un enthousiasme croissant. Mais Monsieur Girard senior reste prudent sur ces questions. Il préfère maintenir les méthodes traditionnelles qui ont fait la réputation de la maison. Et vous, qu'en pensez-vous personnellement? Insista Lorenzo, se penchant légèrement vers elle avec un intérêt manifeste. Pour la première fois depuis des années, Amélie se sentit écoutée, vraiment écoutée. Elle se lança dans une explication passionnée sur les techniques de vinification respectueuses de l'environnement, sur l'importance de la biodiversité dans les vignobles, sur les défis et les opportunités de cette transition. Lorenzo l'écoutait attentivement, posait des questions pertinentes et ses yeux ne quittaient jamais son visage. Amélie réalisa soudain qu'elle riait, un rire spontané, cristallin, qu'elle n'avait plus entendu sortir de sa propre bouche depuis si longtemps. Elle se sentait vivante, intelligente, désirable même. Ses joues avaient pris une couleur rosée, et ses gestes s'étaient animés au rythme de sa passion retrouvée. « Vous devriez rire plus souvent », murmura Lorenzo, avec une douceur qui la fit frémir. « Votre visage s'illumine complètement. » À cet instant précis, Amélie sentit un regard brûlant dans son dos. Elle se retourna instinctivement et croisa les yeux d'Armand qui se trouvait à une dizaine de mètres d'elle, au milieu d'un groupe d'investisseurs. Son expression était indéchiffrable, mais quelque chose dans son attitude avait changé. Sa mâchoire était crispée, ses mains serrées autour de son verre de vin, et il ne semblait plus du tout concentré sur la conversation qui l'entourait. Leurs regards se soutinrent pendant plusieurs secondes, créant une tension électrique qui traversa tout l'espace entre eux. Amélie y lut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la possessivité, de la jalousie peut-être. Pour la première fois en 3 ans de mariage, Armand la regardait vraiment, pas comme un accessoire élégant ou une obligation sociale, mais comme une femme. « Madame Girard ?» La voix de Lorenzo la ramena à la réalité. « Tout va bien ? Oui, excusez-moi, » balbutia-t-elle en détournant les yeux d'Armand. « Où en étions-nous » Mais la magie du moment était rompue. Amélie était troublée par cette intensité nouvelle dans le regard de son mari, par cette attention qu'elle avait tant désirée et qui surgissait maintenant dans les circonstances les plus inattendues. Elle poursuivit sa conversation avec Lorenzo, mais une partie de son esprit restait focalisée sur Armand, sur cette tension palpable qui s'était installée entre eux. Lorenzo remarqua son trouble. « J'espère que notre conversation ne vous met pas dans l'embarras. Je ne voudrais pas créer de malentendus. »« Non, pas du tout, mentit Amélie. C'est juste que
C'est rare que quelqu'un s'intéresse à mes opinions professionnelles. C'est dommage. Vous avez beaucoup de choses intéressantes à dire. Lorenzo consulta sa montre. Le dîner va bientôt être servi. Peut-être pourrions-nous poursuivre cette discussion plus tard. Amélie acquiesça, troublée par les émotions contradictoires qui l'assaillaient. D'un côté, la grisante sensation d'être enfin reconnue pour ses compétences et sa personnalité. De l'autre, cette découverte troublante qu'Armand était capable de jalousie, donc peut-être de sentiments plus profonds qu'elle ne l'avait imaginé. Alors qu'elle se dirigeait vers la salle à manger, elle sentit une main ferme se poser sur son coude. Armand l'avait rejointe, et son contact envoya une décharge électrique dans tout son bras. « Qui était cet homme » demanda-t-il d'une voix basse mais tendue. « Lorenzo Benedetti, un investisseur italien » répondit-elle, surprise par le ton pressant de la question. Armand ne répondit pas immédiatement, mais sa main ne quitta pas son bras. Pour la première fois depuis leur mariage, Amélie sentit qu'elle existait vraiment dans l'univers de son mari. Cette prise de conscience était à la fois enivrante et déchirante, car elle arrivait si tard, si terriblement tard. Le dîner se déroula dans une atmosphère tendue qui n'échappa pas aux invités les plus observateurs. Amélie était assise à la table d'honneur, entre Madame Leclerc et un député local, mais son attention dérivait constamment vers Armand, installé à l'autre bout de la longue tablée. Chaque fois qu'elle levait les yeux, elle le trouvait en train de l'observer, avec une intensité troublante qui la faisait frissonner. Lorenzo Benedetti était placé à 2 tables d'elle, suffisamment proche pour échanger quelques regards complices, lorsque l'orateur du moment, un économiste verbeux dissertant sur les enjeux du marché européen, perdait son auditoire dans des considérations techniques. À plusieurs reprises, Amélie surprit un léger sourire sur les lèvres de l'Italien quand leurs yeux se croisaient, et elle ne put s'empêcher de lui rendre ses sourires discrets. Armand remarquait chacun de ces échanges silencieux. Ses mains se crispaient imperceptiblement sur ses couverts en argent, et sa mâchoire se contractait chaque fois qu'Amélie souriait à cet inconnu qui semblait la comprendre si facilement. Une émotion inconnue et dévastatrice montait en lui, la peur de perdre quelque chose qu'il avait toujours considéré comme acquis. Pendant le service du dessert, une exquise tarte aux poires accompagnée d'un sauterne de la maison Girard, Henri Girard se leva pour prononcer le discours traditionnel de clôture. Amélie profita de cette diversion pour s'excuser discrètement et se diriger vers les jardins d'hiver du théâtre, ayant besoin de prendre l'air loin de cette atmosphère étouffante. Les jardins d'hiver, magnifiquement éclairés par des guirlandes lumineuses, offraient un havre de paix contrastant avec l'effervescence du gala. Amélie s'appuya contre la balustrade de fer forgé et inspira profondément l'air frais de novembre. La ville de Bordeaux s'étendait devant elle, ses lumières scintillant comme des étoiles terrestres. « Amélie !» La voix grave d'Armand la fit sursauter. Il se tenait à quelques pas derrière elle, ayant quitté la salle sans qu'elle s'en aperçoive. Dans la pénombre dorée du jardin, il paraissait différent, plus vulnérable. Ses cheveux parfaitement disciplinés montraient quelques mèches rebelles, et son nœud papillon était légèrement desserré. « Tu m'as suivi ?» demanda-t-elle, surprise par sa propre audace de le tutoyer, quelque chose qu'elle évitait généralement en public. Armand s'approcha lentement, comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuît. « Je ne supportais plus de te voir sourire à cet homme. » Amélie se retourna complètement pour lui faire face. « Lorenzo ?» Il était simplement poli et intéressé par mes opinions professionnelles. « Intéressé par bien plus que tes opinions, » répliqua Armand avec une amertume qui la surprit. « Je l'ai vu te regarder, Amélie. Personne ne regarde une femme de cette façon juste pour parler de viticulture. » Un silence tendu s'installa entre eux. Amélie étudiait le visage de son mari à la lumière tamisée des lanternes. Pour la première fois depuis leur mariage, elle percevait une faille dans son armure d'indifférence. Ses yeux bleu acier trahissaient une tempête d'émotions qu'il luttait visiblement pour contenir. « Et si c'était le cas ?» murmura-t-elle finalement. « Si quelqu'un me regardait vraiment, si quelqu'un m'écoutait, si quelqu'un me désirait ?» Armand tressaillit, comme si elle l'avait giflé. « Tu ne peux pas dire ça. »« Pourquoi ? Parce que je suis ta femme ?» Sa voix monta légèrement, libérant 3 années de frustration contenue. « Ta femme que tu ignores depuis le jour de notre mariage, ta femme que tu traites comme un meuble de famille, belle et silencieuse. Ce n'est pas. » Armand passa une main tremblante dans ses cheveux, détruisant définitivement sa coiffure impeccable. « Tu ne comprends pas? Alors explique-moi. » La voix d'Amélie se brisa. « Explique-moi pourquoi tu m'as épousée si c'était pour me rendre invisible. Explique-moi pourquoi tu ne me regardes, ne me touches, ne me parles qu'en présence d'autres personnes. » Armand recula d'un pas, comme s'il cherchait à fuir cette confrontation qu'il avait pourtant provoquée.
Mais au lieu de partir, il se mit à faire les 100 pas devant elle, visiblement en proie à un combat intérieur violent. « Parce que j'ai peur !» explosa-t-il soudain, s'immobilisant face à elle. « Peur de ce que tu représentes, peur de ce que je ressens, peur de... » Il s'interrompit, haletant. « Peur de quoi, Armand ? Peur de t'aimer !» Les mots jaillirent de sa bouche comme une confession arrachée. « Peur de t'aimer et de devenir faible, vulnérable, dépendant. Peur de t'aimer et de décevoir mon père, l'entreprise, tout ce pour quoi j'ai été éduqué. Peur de t'aimer et de découvrir que toi, tu ne m'aimeras jamais. » Amélie le fixait, médusée. Jamais elle n'avait entendu Armand prononcer autant de mots personnels d'un coup. Jamais elle ne l'avait vu si démuni, si humain. « Mais ce soir, continua-t-il d'une voix plus sourde, ce soir, en te voyant avec cet homme, en te voyant rayonner comme tu ne rayonnes jamais avec moi, j'ai réalisé que la seule chose dont j'avais vraiment peur, c'était de te perdre. » Il s'approcha d'elle jusqu'à ce qu'elle sente la chaleur de son corps, jusqu'à ce qu'elle respire son eau de Cologne mêlée à une odeur plus intime, plus masculine. Ses mains se levèrent lentement vers son visage, effleurant ses joues comme s'il craignait qu'elle ne se volatilise. « Amélie !» chuchota-t-il, et son nom dans sa bouche sonna comme une prière. « Je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça. Je sais que j'arrive trop tard, que j'ai tout gâché. Mais... » Sa voix se brisa et elle vit des larmes briller dans ses yeux. « S'il te plaît, juste un baiser qui soit réel, juste cette fois, pour que je sache ce que j'ai perdu. » Le cœur d'Amélie battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Les mots qu'elle avait tant espéré entendre, les émotions qu'elle avait tant désiré voir dans ses yeux, étaient enfin là, devant elle, vulnérables et sincères. Mais quelque chose en elle s'était brisé irrémédiablement. Quelque chose qui ne pouvait plus être réparé par des mots, même les plus beaux, même les plus vrais. Elle leva néanmoins son visage vers lui, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser chargé de 3 années de silence, de malentendus, de désirs inassouvis et de regrets inavouables. Un baiser désespéré, interdit par sa propre tardiveté. Le baiser prit fin aussi brusquement qu'il avait commencé. Amélie recula, portant instinctivement sa main à ses lèvres, encore brûlantes du contact avec celle d'Armand. Son cœur battait la chamade, mais pas seulement d'émotion, aussi de colère. Une colère froide et dévastatrice qui montait en elle comme une vague. « Non », murmura-t-elle d'abord, puis plus fort. « Non, Armand, tu n'as pas le droit. » Il la regardait avec une expression de confusion mêlée d'espoir, encore sous le choc de sa propre vulnérabilité. « Amélie, tu n'as pas le droit de faire ça maintenant. » Sa voix tremblait de rage contenue. « Après 3 ans de silence, 3 ans d'indifférence, 3 ans à me traiter comme si j'étais transparente, tu arrives avec tes beaux discours et tes regrets ?» Armand tendit la main vers elle, mais elle s'écarta vivement. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « M'expliquer quoi? Que tu as soudainement découvert que j'existais parce qu'un autre homme s'intéressait à moi? Que ta jalousie a réveillé des sentiments que tu étais trop lâche pour affronter avant ?» Amélie riait amèrement, un rire sans joie qui lui déchirait la gorge. « Tu sais ce que c'est, Armand? C'est de l'égoïsme. Tu ne m'aimes pas. Tu as juste peur de me perdre parce que je représente ta propriété. »« Ce n'est pas vrai, » protesta-t-il avec véhémence. « Ce que je ressens pour toi, ce que tu ressens pour moi, tu aurais dû me le montrer il y a 3 ans, ou il y a 2 ans, ou même il y a 6 mois. » Les larmes coulaient maintenant sur ses joues, mais sa voix restait ferme. « Pas ce soir, pas quand il est déjà trop tard. » Un silence pesant s'installa entre eux, seulement troublé par la musique lointaine qui s'échappait de la salle de réception. Armand semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes, ses épaules s'affaissant sous le poids de ses regrets. « Qu'est-ce que tu veux dire par trop tard ?» demanda-t-il d'une voix blanche. Amélie ferma les yeux, rassemblant le courage nécessaire pour prononcer les mots qui changeraient tout. « Je pars, Armand. Demain matin. » Le visage d'Armand se décomposa. « Tu pars où ?»« À Florence. J'ai loué un petit appartement dans l'Oltrarno. J'ai déjà envoyé quelques affaires là-bas la semaine dernière. » Elle ouvrit les yeux et soutint son regard, puisant dans une force qu'elle ne savait pas posséder. « Je recommence ma vie. Mais nous sommes mariés. Tu ne peux pas. »« Si, je peux. » Sa voix était devenue d'un calme effrayant. « J'ai consulté un avocat. Les papiers de séparation sont prêts. Dans 6 mois, je pourrai demander le divorce. » Armand chancela comme si elle l'avait frappé. « Tu as tout préparé? Depuis combien de temps? » « Depuis le jour où j'ai réalisé que j'étais en train de disparaître. Que la femme que j'étais avant notre mariage s'effaçait peu à peu, jour après jour, dans ce château où je ne suis qu'un fantôme élégant. » Amélie essuya ses larmes d'un geste déterminé. « Tu veux savoir la vérité, Armand? Il y a 6 mois,
J'aurais tout donné pour entendre les mots que tu viens de prononcer. J'aurais pleuré de joie. Je t'aurais pardonné. J'aurais recommencé à espérer. Alors pourquoi? Parce que j'ai fini par me respecter suffisamment pour refuser les miettes. Sa voix se raffermit à chaque mot. Parce que j'ai compris que je méritais mieux qu'un amour né de la jalousie et de la peur de perdre. Parce que je veux être aimé pour ce que je suis, pas pour ce que je représente. Armand s'approcha d'elle, ses yeux suppliants. Mais si je change, si je te prouve que ce que je ressens est réel, tu auras 3 ans de retard, répondit-elle avec une tristesse infinie. Et moi, j'aurai une vie d'avance. Elle commença à se diriger vers la sortie des jardins d'hiver, mais la voix désespérée d'Armand l'arrêta. Et si je venais te chercher? Si je ne renonçais pas? Amélie se retourna une dernière fois. Dans la lumière dorée des lanternes, son visage avait une beauté tragique, celle d'une femme qui venait de choisir la liberté au prix de son cœur. « Alors tu perdras ton temps », murmura-t-elle. « Parce que la femme que tu dis aimer, celle qui t'attendait, qui espérait, qui se contentait de si peu, cette femme-là meurt ce soir. Celle qui partira demain matin est différente, plus forte. Elle ne reviendra pas. » Sur ces mots, elle disparut dans la nuit, laissant Armand seul avec le poids de ses regrets et l'écho de ses propres révélations trop tardives. De retour au château de Pessac 1 heure plus tard, Amélie monta directement dans sa chambre sans adresser la parole à son mari, qui l'avait suivie dans un silence lourd de reproches muets et de supplications non formulées. Elle s'enferma à clé et s'appuya contre la porte, le cœur brisé mais la décision inébranlable. Sur son lit l'attendait une petite valise à demi fermée, révélant quelques vêtements soigneusement pliés, ses livres préférés sur l'œnologie et une photo de ses parents décédés 5 ans plus tôt dans un accident de voiture. Tout ce qui restait de son ancienne vie tenait dans 50 kilos de bagages. Son billet d'avion pour Florence était posé sur la table de nuit. Vol Air France 1428, départ 10h35. Dans 7 heures, elle serait libre. Mais pourquoi cette liberté tant désirée avait-elle le goût amer des adieux définitifs? 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Amélie avait posé ses valises dans le petit appartement de la Via Santo Spirito, au cœur de l'Oltrarno florentin. Chaque matin, elle s'éveillait au son des cloches de la basilique toute proche et découvrait par sa fenêtre la même vue magique, les toits de tuiles rouges s'étalant jusqu'à l'Arno, ponctués par les coupoles et campaniles qui faisaient la silhouette unique de Florence. L'appartement était modeste, mais baigné de lumière. Un studio avec alcôve, des murs ocre réchauffés par le soleil toscan et une petite terrasse où elle avait installé quelques plantes aromatiques, basilic, romarin, sauge. Rien à voir avec l'opulence froide du château Girard, mais chaque objet ici lui appartenait vraiment, choisi par elle et pour elle seule. « Amélie, tu es prête ?» La voix chaleureuse de Claire Moretti résonna dans l'escalier. Claire, sa bouée de sauvetage, son ange gardien florentin. Elle s'était rencontrée par le plus grand des hasards dans une trattoria du quartier, où Amélie déjeunait seule pour la 3e fois de la semaine. Claire, artiste peintre de 45 ans, avait remarqué sa mélancolie et engagé la conversation avec cette spontanéité typiquement italienne qui brise toutes les barrières sociales. « J'arrive !» répondit Amélie en français puis en italien. « Arrivo !» Elle avait commencé à apprendre la langue dès son arrivée, s'inscrivant à des cours intensifs à l'université pour étrangers. Chaque nouveau mot maîtrisé était une petite victoire, un pas de plus vers sa renaissance. Claire l'attendait en bas de l'immeuble, resplendissante dans une robe bohème aux couleurs vives, ses longs cheveux noirs parsemés de fils d'argent noués en chignon désordonné. Elle était tout ce qu'Amélie n'avait jamais osé être, libre, expressive, authentique. « Alors, prête pour ta première exposition ?» demanda Claire en l'embrassant sur les 2 joues. Amélie sourit, encore incrédule. Une exposition, ses propres œuvres exposées dans une galerie. Jamais elle n'aurait imaginé cela possible 3 mois plus tôt. Tout avait commencé par hasard. En explorant les ruelles de l'Oltrarno, elle était tombée sur l'atelier de Claire et avait été fascinée par ses toiles. Des paysages toscans, réinterprétés avec une sensibilité moderne, des vignobles peints avec une compréhension profonde du terroir qui avait immédiatement touché Amélie. Elles avaient parlé art, puis vin, puis vie. Claire lui avait proposé d'assister à ses cours de peinture. « Je n'ai jamais peint de ma vie », avait protesté Amélie. « Justement, tu n'as aucune mauvaise habitude à perdre. » Les premières toiles d'Amélie avaient été catastrophiques. Couleurs ternes, composition maladroite, gestes hésitants. Mais quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Pour la première fois depuis des années, elle s'était sentie créée. Ses mains, si longtemps occupées uniquement à des gestes convenus, servir le thé, ajuster sa coiffure,
sourire poliment, découvraient la joie de donner naissance à quelque chose d'unique. Petit à petit, ses œuvres avaient gagné en assurance. Elle peignait ce qu'elle connaissait le mieux, les vignobles. Mais pas les vignobles parfaits et ordonnés des cartes postales. Les siens étaient sauvages, émotionnels, presque abstraits. Des vignes tordues par le vent, des vendanges sous l'orage, des couchers de soleil incandescents sur les collines du Chianti. Claire avait été la première à reconnaître son talent naissant. « Tu peins ton âme libérée », lui avait-elle dit un jour. « Ces vignes, c'est toi qui brises tes chaînes. » L'exposition se tenait dans une petite galerie du Borgo San Jacopo, près du Ponte Vecchio. En arrivant, Amélie eut le souffle coupé. Ses 15 toiles étaient accrochées au mur blanc, éclairées avec un soin professionnel. Chacune portait une petite plaque. Amélie Dufresne, Renaissance toscane. Dufresne, avait demandé le galeriste lors de la préparation. Pas Girard? Non, avait répondu Amélie avec fermeté. Dufresne. Mon nom de jeune fille. Reprendre son nom de naissance avait été l'un de ses premiers actes symboliques en arrivant à Florence. Amélie Girard appartenait au passé. Amélie Dufresne renaissait. Les premiers visiteurs arrivèrent vers 18 heures. Des Florentins amateurs d'art, quelques touristes cultivés, des amis de Claire. Amélie se tenait dans un coin, élégante dans une robe simple qu'elle avait choisie dans une petite boutique de l'Oltrarno, rien à voir avec les créations de haute couture imposées par son statut d'épouse Girard. « Scusi, vous êtes l'artiste ?» Un homme d'une 60aine d'années, distingué, s'approchait d'elle avec un sourire bienveillant. « Oui, enfin, je débute », répondit Amélie en italien, encore mal à l'aise avec ce nouveau titre. « Ces vignobles, ils racontent une histoire très personnelle. J'y sens une quête de liberté qui me touche beaucoup. » Amélie sentit ses joues s'empourprer. Être comprise, reconnue pour son art naissant, était une sensation enivrante qu'elle découvrait. La soirée se déroula comme dans un rêve. Les gens s'arrêtaient devant ses toiles, commentaient, posaient des questions sur sa technique, sur son inspiration. 3 œuvres furent vendues, dont Libération, sa préférée. Des vignes dorées se détachant de leurs tuteurs pour danser librement dans le vent. Vers 22 heures, alors que la galerie se vidait, Claire s'approcha d'elle avec une coupe de Prosecco et un sourire malicieux. Alors comment se sent une artiste après sa première exposition? Amélie regarda autour d'elle. Les murs presque vides témoignaient du succès de cette soirée improbable. Mais plus que les ventes, c'était cette sensation d'exister pleinement, d'être reconnue pour ce qu'elle créait vraiment, qui la bouleversait. « Vivante », murmura-t-elle. « Pour la première fois depuis si longtemps, je me sens vivante. » En rentrant chez elle ce soir-là, Amélie trouva dans sa boîte aux lettres une épaisse enveloppe portant l'entête d'un cabinet d'avocats parisien. À l'intérieur, les papiers officiels de séparation qu'elle avait demandés, accompagnés d'une note de son avocat. « Madame, votre mari souhaite vous rencontrer avant de signer. Il a des propositions à vous faire. » Amélie froissa la lettre et la jeta sans la finir. Elle avait une nouvelle vie à construire et ce n'était que le début. Le bureau d'Henri Girard n'avait pas changé depuis 50 ans. Lambris sombre, portrait d'ancêtres sévères, et cette odeur de cuir et de tabac froid qui imprégnait chaque meuble. Armand se tenait debout face à son père, les mains crispées derrière le dos, dans une posture qui le ramenait à ses 8 ans quand il venait confesser ses bêtises d'enfant. « Tu as perdu la tête, Armand. » Henri Girard ne levait même pas les yeux de ses documents financiers. « Abandonner la direction opérationnelle de la Vinicola pour courir après une femme qui ne veut plus de toi, c'est de l'inconscience pure. Ce n'est pas de l'inconscience, père, c'est de l'amour. » Le mot sonna étrangement dans cette pièce où les sentiments n'avaient jamais eu leur place. Henri releva enfin la tête, son regard acier, le même que celui de son fils, chargé de mépris. « L'amour? Tu parles comme un gamin romantique. » Amélie était une épouse parfaite, discrète, qui ne créait aucun problème. Si elle est partie, c'est que tu as mal géré la situation. « Mal géré ?» Armand éclata d'un rire amer. « J'ai ignoré ma propre femme pendant 3 ans. Je l'ai traitée comme un objet décoratif, exactement comme tu as traité maman avant qu'elle ne meure de solitude dans ce mausolée. » Le silence qui suivit fut si lourd qu'on entendait le tic-tac de l'horloge comtoise dans le couloir. Henri Girard avait pâli, ses mains tremblant légèrement sur son bureau. « Ne mélange pas ta mère à tes erreurs conjugales », articula-t-il froidement. « Mes erreurs ?» Armand s'approcha du bureau, planté maintenant face à son père, comme jamais il n'avait osé le faire. « Mes erreurs, c'est d'avoir voulu te ressembler, c'est d'avoir cru que l'émotion était une faiblesse, que l'amour était un luxe qu'un homme d'affaires ne pouvait pas se permettre. Et regarde où t'ont mené tes émotions, ta femme partie, ta réputation entachée, et maintenant tu veux saborder l'entreprise pour la suivre. Je ne saborde rien.
Philippe Moreau est parfaitement capable de diriger les opérations. Moi, j'ai autre chose à faire. » Henri se leva brutalement, renversant sa chaise. « Autre chose? Quoi donc? Jouer les troubadours sous les fenêtres d'une femme qui t'a quitté? Apprendre à être l'homme qu'elle méritait dès le premier jour. » Ces mots résonnèrent dans le bureau comme une déclaration d'indépendance. Armand tourna les talons et quitta la pièce sans attendre de réponse, laissant son père face à ses propres démons. Une semaine plus tard, Armand se trouvait dans un petit cabinet de psychothérapie du centre-ville de Bordeaux. Face à lui, Dr Isabelle Rousseau, une femme de 50 ans au regard bienveillant, l'écoutait depuis 1 heure raconter son enfance, son mariage, ses peurs. « Vous parlez d'Amélie comme d'un rêve perdu, » observa-t-elle. « Mais me semblez-vous vraiment la connaître ?» La question déstabilisa Armand. « Bien sûr que je la connais. Nous avons vécu 3 ans ensemble. »« Vraiment? Connaissez-vous ses rêves, ses peurs, ce qui l'a fait rire aux éclats, sa couleur préférée, son livre de chevet ?» Armand ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Un silence gêné s'installa. « Elle aime les vignobles au coucher du soleil », finit-il par murmurer, conscient de la pauvreté de sa réponse. « C'est un début, mais connaître quelqu'un, monsieur Girard, c'est bien plus que ça. C'est s'intéresser à son univers intérieur, à ses aspirations, à ce qui nourrit son âme. » Ces séances se succédèrent, révélant à Armand l'ampleur de son aveuglement. Il découvrait qu'aimer ne consistait pas à posséder, mais à libérer, que la force n'était pas dans le contrôle, mais dans la vulnérabilité assumée. Parallèlement, il entreprit une démarche qui aurait été impensable quelques mois plus tôt. Il commença à travailler de ses mains. Chaque week-end, il se rendait dans une propriété abandonnée qu'il avait achetée dans la campagne bordelaise, une ancienne maison de maître du XVIIIe siècle, aux volets défraîchis et au jardin envahi par les ronces. Armand, qui n'avait jamais tenu un marteau de sa vie, apprenait la menuiserie, la maçonnerie, la plomberie. Ses mains, si longtemps cantonnées aux poignées de main protocolaires et aux signatures de contrats, découvraient la noble fatigue du travail manuel. Chaque planche posée, chaque mur rénové était un pas vers l'homme qu'il voulait devenir. « C'est pour elle que tu fais tout ça ?» lui demanda un jour Julien, son meilleur ami depuis l'université, venu l'aider à installer une nouvelle cuisine. « Non », répondit Armand en essuyant la sueur de son front. « C'est pour moi, pour devenir quelqu'un qui mériterait son amour, même si elle ne revient jamais. » Cette nuance était cruciale. Au fil des mois, Armand comprenait que sa démarche ne devait pas être une stratégie de reconquête, mais une transformation authentique. Il lisait des livres de développement personnel, lui qui ne jurait que par les analyses économiques. Il prenait des cours de cuisine, lui qui n'avait jamais mis les pieds dans une cuisine. Il apprenait l'italien, la langue du pays où elle avait choisi de renaître. Un soir de mars, 6 mois après le départ d'Amélie, Armand reçut un appel inattendu. « Monsieur Girard, Lorenzo Benedetti à l'appareil. » Le nom fit l'effet d'un électrochoc. L'homme qui avait révélé la jalousie d'Armand, qui avait été l'étincelle de cette prise de conscience douloureuse. « Que voulez-vous » demanda Armand, sur la défensive. « Vous parlez. J'ai appris par des amis communs votre transformation, et j'ai quelque chose d'important à vous dire concernant votre épouse. » Ils se donnèrent rendez-vous le lendemain dans un café discret du centre-ville. Lorenzo était tel qu'Armand s'en souvenait. Élégant, charismatique, ce charme naturel qui avait tant fasciné Amélie. « Vous vous demandez pourquoi je vous contacte » commença Lorenzo. « La réponse est simple. Parce que j'aime votre femme. » Armand serra les poings, mais Lorenzo leva la main pour l'apaiser. « Laissez-moi finir. Je l'aime, oui, mais pas comme vous le craignez. Je l'aime d'un amour fraternel, protecteur. Amélie est, comment dire, elle est devenue ma petite sœur de cœur. » Votre petite sœur. Armand ne comprenait pas. Nous nous sommes revus à Florence il y a 2 mois. Mes affaires m'y menaient régulièrement. Elle était rayonnante, libre, épanouie, mais aussi profondément blessée. Lorenzo marqua une pause. « Elle m'a parlé de vous, monsieur Girard, beaucoup parlé. » Qu'a-t-elle dit? Que vous lui manquez, que ce baiser dans les jardins d'hiver hante ses nuits. Mais aussi qu'elle ne peut pas revenir vers un homme qui n'existe peut-être que dans sa nostalgie. Armand sentit son cœur s'emballer. Elle pense encore à moi, constamment. Mais elle a peur. Peur que vos regrets ne soient que passagers. Peur de revivre la même déception. Lorenzo se pencha vers lui. C'est pourquoi je suis là. Pour vous dire que si votre transformation est sincère, si vous êtes vraiment devenu l'homme qu'elle méritait, alors il n'est peut-être pas trop tard. L'espoir si longtemps réprimé explosa dans la poitrine d'Armand comme un feu d'artifice. Le soleil de juin inondait la terrasse de la trattoria d'Anello, nichée dans une ruelle pavée de l'Oltrarno.
Amélie sirotait son spritz en observant le ballet des Florentins qui rentraient de chez eux après leur journée de travail. 8 mois à Florence, et elle commençait enfin à se sentir chez elle, dans cette ville qui l'avait accueillie comme une fille prodigue. « Tu es encore dans la lune ?» observa Claire en s'installant face à elle, ses cheveux libres dansant dans la brise tiède. Amélie sourit, mais son amie ne s'y trompa pas. Depuis quelques semaines, une mélancolie nouvelle habitait ses yeux, comme si quelque chose venait troubler sa sérénité retrouvée. « Lorenzo m'a appelé hier », avoua finalement Amélie, tournant machinalement son verre entre ses mains. « Il rentre de Bordeaux. » Claire haussa un sourcil. Au fil des mois, elle avait appris à décrypter les nuances dans la voix de son amie, et celle-ci trahissait un trouble profond. Et il a vu Armand. Le nom planait maintenant entre elles, lourd de non-dits. Amélie n'en parlait presque jamais, mais Claire savait qu'il hantait ses pensées plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement ?» Amélie ferma les yeux, revoyant la conversation téléphonique qui l'avait bouleversée. La voix de Lorenzo, d'habitude si assurée, portait une émotion inhabituelle. Que Armand a changé, vraiment changé. Elle marqua une pause, luttant contre les larmes qui menaçaient. Il a quitté la direction de l'entreprise familiale. Il suit une thérapie. Il rénove une maison de ses propres mains. Une thérapie ? Claire ne put dissimuler sa surprise. Apparemment, il essaie de comprendre pourquoi il était incapable d'exprimer ses sentiments, pourquoi il m'a ignoré pendant 3 ans. Amélie riait amèrement. Lorenzo dit qu'il apprend même l'italien. L'italien, pour toi ? Peut-être, ou peut-être pour devenir l'homme qu'il aurait dû être depuis le début. Claire étudiait son ami avec attention. Elle reconnaissait les signes, le trouble dans la voix, la façon de détourner le regard, cette tension dans les épaules qui trahissait un cœur en bataille. « Et ça te fait quoi d'entendre tout ça ?» Amélie ne répondit pas immédiatement. Comment expliquer cette tempête d'émotions contradictoires qui la déchirait depuis l'appel de Lorenzo? La colère de savoir qu'il était capable de changer, mais qu'il avait fallu qu'elle parte pour qu'il s'en donne la peine. L'espoir aussi, terrifiante et enivrante, qui renaissait malgré elle. Et la peur surtout. La peur de croire à nouveau, de se laisser attendrir, de redevenir cette femme qui se contentait de miettes d'amour. « Ça me fait peur », avoua-t-elle finalement. Parce qu'une part de moi a envie d'y croire. Une part de moi se dit que peut-être il est sincère cette fois. Et l'autre part se souvient de 3 années d'indifférence. De tous ces soirs où j'ai attendu qu'il me regarde vraiment, qu'il me demande comment s'était passée ma journée, qu'il remarque que j'existais. Sa voix se brisa légèrement. L'autre part se dit que je mérite mieux qu'un homme qui n'a appris à m'aimer que par peur de me perdre. Claire tendit la main vers elle par-dessus la table. « Tu as raison de te protéger, cara mia, mais tu as aussi le droit de laisser une chance au changement si tu sens qu'il est authentique. Comment savoir s'il est authentique? Comment faire la différence entre une transformation sincère et une stratégie de reconquête? Le temps, répondit Claire simplement, les actions répétées, la constance dans l'effort, même quand il n'y a pas d'espoir de récompense immédiate. Cette nuit-là, Amélie ne trouva pas le sommeil. Allongée dans son petit lit, elle regardait les ombres que projetait la lune sur les murs ocres de sa chambre. Ses pensées dérivaient malgré elle vers Bordeaux, vers le château qu'elle avait fui, vers l'homme qu'elle avait laissé derrière elle. Elle se leva et alla chercher dans un tiroir de sa commode une enveloppe qu'elle n'avait jamais ouverte. Arrivée 2 mois plus tôt, elle portait l'écriture d'Armand. Une écriture qu'elle connaissait par cœur pour l'avoir vue sur 1000 documents officiels, mais qui semblait différente ici. Plus personnelle, moins assurée. Ses mains tremblèrent légèrement en décachetant l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs feuillets couverts de cette même écriture incertaine. « Amélie, je ne sais pas si tu liras cette lettre, ni même si tu as le droit de la lire. Mais j'avais besoin de t'écrire, ne serait-ce que pour essayer de comprendre moi-même ce qui s'est passé. Depuis ton départ, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai consulté quelqu'un pour m'aider à démêler ce nœud d'émotions que j'avais enfoui si profondément que j'avais fini par oublier qu'il existait. Tu avais raison, j'avais peur. Peur d'aimer, peur d'être vulnérable, peur de décevoir mon père si je montrais mes sentiments. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans, cancer foudroyant. Je me souviens de l'avoir vue dépérir, de sa tristesse constante, parce que mon père ne lui témoignait jamais d'affection. Elle me disait parfois, « Les hommes Girard ne savent pas aimer, mon chéri. Ils savent posséder, protéger, mais pas aimer. » J'ai grandi en me jurant de ne jamais devenir comme lui, mais au final, j'ai reproduit exactement le même schéma. Avec toi, dès le premier jour, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé. Une attirance qui allait bien au-delà du physique, une reconnaissance, comme si je retrouvais une partie de moi que j'avais perdue. Mais au lieu de m'en réjouir, j'ai eu peur. Peur que ce sentiment me rende faible, dépendant. Alors je l'ai nié, enterré, ignoré.
Et toi, avec. Aujourd'hui, je comprends que la vraie faiblesse n'était pas dans l'amour, mais dans la lâcheté, dans le refus d'assumer ses sentiments, de se livrer, de prendre le risque d'être rejeté. Je sais que j'arrive trop tard. Je sais que tu as reconstruit ta vie sans moi et que tu as bien fait. Je ne t'écris pas pour te demander de revenir. Je t'écris pour te dire que tu avais raison. Surtout, et pour te remercier de m'avoir ouvert les yeux même si c'est en partant. Je ne sais pas quel homme je vais devenir, mais je sais que ce ne sera plus celui que j'étais. Pour moi d'abord, mais aussi dans l'espoir qu'un jour, peut-être, je serai digne de l'amour d'une femme comme toi. Armand. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Amélie. Ces mots, elle les avait attendus pendant 3 ans. Ses excuses, cette compréhension de ses erreurs, cette vulnérabilité enfin assumée, tout ce qu'elle avait désespérément voulu entendre. Mais était-ce suffisant? Pouvait-on vraiment effacer 3 années de souffrance avec des mots, même les plus beaux, même les plus sincères? Son cœur et sa raison livraient une bataille sans merci, et elle ne savait plus qui des deux elle devait écouter. Le téléphone d'Amélie vibra sur la table de son petit balcon alors qu'elle prenait son café matinal, regardant Florence s'éveiller sous le soleil de juillet. Le nom qui s'affichait sur l'écran la fit sursauter. Maître Dubois, son avocat parisien. Madame Dufresne, j'ai une information importante concernant votre procédure de divorce. Amélie sentit son cœur s'accélérer. 9 mois s'étaient écoulés depuis son départ. Les 6 mois de séparation légale étaient terminés depuis longtemps, mais elle avait repoussé la signature définitive, prétextant des complications administratives. En réalité, elle savait qu'une fois ces papiers signés, la porte se refermerait définitivement. Votre mari souhaite vous rencontrer avant la finalisation. Il a une proposition à vous faire. Quelle sorte de proposition? Il ne veut pas en discuter par avocat interposé. Il demande un entretien en face à face. Il est prêt à venir à Florence si nécessaire. Amélie ferma les yeux, sentant le vertige la gagner. Et s'il refuse, alors il signera les papiers sans condition, en vous laissant tout ce que vous demandez. Il a été très clair là-dessus. Il ne veut pas vous forcer la main. Après avoir raccroché, Amélie resta immobile sur son balcon, les mains tremblantes, autour de sa tasse de café désormais froide. La décision qu'elle repoussait depuis des mois s'imposait maintenant à elle avec une urgence impitoyable. « Tu devrais accepter de le voir », lui conseilla Claire ce soir-là, alors qu'elle dînait dans leur trattoria habituel. Pourquoi? Pour rouvrir des blessures qui commencent à peine à cicatriser? Pour en finir vraiment? Pour ne pas passer le reste de ta vie à te demander « et si ?» Claire avait raison, comme souvent. Amélie rappela son avocat le lendemain et accepta la rencontre. Ils convinrent d'un rendez-vous neutre. Un café sur la piazza Santo Spirito, à 2 pas de chez elle, dans 3 jours. Ces 3 jours passèrent comme dans un brouillard. Amélie oscillait entre l'angoisse et une excitation qu'elle refusait de s'avouer. Elle changea de tenue 15 fois, hésitant entre la robe qui la mettait le mieux en valeur et celle qui témoignait le plus de son indépendance retrouvée. Elle finit par choisir une robe simple mais élégante qu'elle avait achetée lors de ses premiers jours à Florence, un symbole de sa renaissance. Le matin du rendez-vous, elle arriva au café avec 20 minutes d'avance, s'installant à une table en terrasse d'où elle pouvait surveiller la piazza. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne soit audible par les autres clients. À 14 heures précises, elle le vit. Armand traversait la place d'un pas qu'elle ne lui connaissait pas, moins rigide, plus naturel. Il portait une chemise blanche simple, un pantalon en toile beige, et ses cheveux, habituellement parfaitement disciplinés, avaient une désinvolture nouvelle. Mais ce qui la frappa le plus, c'était son visage, détendu, apaisé, comme s'il avait déposé un fardeau invisible. Leurs regards se croisèrent. Pendant quelques secondes, ni l'un ni l'autre ne bougea. Puis Armand s'approcha lentement, et Amélie remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Amélie » murmura-t-il en français, puis en italien maladroit, « Grazie per avermi dato questa opportunità ». Malgré elle, Amélie sourit. Son accent était épouvantable, mais l'effort était touchant. « Tu apprends vraiment l'italien ?»« Depuis 6 mois. Mon professeur dit que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. » Il s'assit face à elle, gardant une distance respectueuse. « Tu es radieuse. » C'était vrai. 9 mois de liberté, de création, de soleil toscan avaient transformé Amélie. Sa peau avait pris une couleur dorée, ses cheveux avaient des reflets cuivrés qu'elle n'avait jamais eus, et surtout, ses yeux pétillaient d'une joie de vivre qu'Armand ne lui avait jamais vue. « Florence me réussit », répondit-elle simplement. Un silence s'installa, pas désagréable mais chargé d'émotion. Le serveur vint prendre leur commande. Un expresso pour lui, un cappuccino pour elle. Comme au temps de leur mariage, mais tout était différent maintenant.
Pourquoi as-tu voulu me voir? Demanda finalement Amélie. Armand prit une longue inspiration, comme s'il se préparait à plonger dans l'inconnu. Pour te dire que j'ai compris, vraiment compris. Sa voix était différente, plus douce, débarrassée de cette autorité naturelle qui la caractérisait avant. Tu avais raison sur toute la ligne. Je ne t'aimais pas, je te possédais. Je ne te respectais pas, je t'ignorais. Je n'étais pas un mari, j'étais un propriétaire. Amélie sentit sa gorge se serrer, mais elle ne dit rien. Ces 9 mois sans toi ont été les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus instructifs. Armand regardait ses mains qui portèrent maintenant les marques du travail manuel. J'ai découvert qui j'étais vraiment sous cette carapace que mon père m'avait fabriquée. J'ai découvert que j'étais capable d'émotion, de vulnérabilité, d'amour vrai. Armand, commença Amélie, mais il leva doucement la main. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je ne suis pas là pour te demander de revenir. Je ne suis pas là pour te supplier ou te faire du chantage affectif. Ses yeux bleu acier plongèrent dans les siens. Je suis là pour te dire que je t'aime, vraiment. Pas comme un objet qu'on veut récupérer, mais comme une personne libre qu'on respecte. Il sortit de sa poche une petite boîte qu'il posa délicatement sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Amélie, méfiante. « Une clé, la clé de la maison que j'ai rénovée ces derniers mois. » Sa voix tremblait légèrement. « Ce n'est pas un piège, Amélie. Ce n'est pas une condition. C'est juste un symbole. Le symbole de l'homme que je suis devenu, de la vie que j'aurais voulu te donner dès le premier jour. » Amélie fixait la petite boîte sans oser l'ouvrir. « Tu n'as aucune obligation de l'accepter. Tu peux signer les papiers de divorce et ne jamais reparler de moi. Je comprendrai parfaitement. » Armand se leva lentement. « Mais si jamais un jour tu voulais donner une chance à l'homme que je suis devenu, cette maison t'attendra. Moi, je t'attendrai. » Il déposa quelques euros sur la table pour les consommations et s'éloigna sans se retourner, laissant Amélie seule avec la petite boîte et le bouleversement le plus total qu'elle ait jamais ressenti. Ses mains tremblaient quand elle ouvrit finalement la boîte. À l'intérieur, une clé ancienne en cuivre, accompagnée d'une petite carte avec une adresse dans la campagne bordelaise et quelques mots écrits de la main d'Armand. « Pour un nouveau commencement, si tu en as envie, sans obligation, avec tout mon amour. » 2 semaines avaient passé depuis la rencontre sur la Piazza Santo Spirito. 2 semaines pendant lesquelles la petite clé en cuivre n'avait pas quitté la table de nuit d'Amélie, brillant doucement dans la lumière dorée de l'appartement florentin comme une question silencieuse. Amélie n'arrivait plus à peindre. Ses pinceaux restaient secs, ses toiles vierges. L'inspiration semblait s'être tarie depuis qu'Armand avait ressurgi dans sa vie, bouleversant la paix qu'elle avait si difficilement conquise. Claire la regardait tourner en rond dans son atelier, incapable de se concentrer sur autre chose que cette décision qui lui déchirait le cœur. « Tu es amoureuse de lui », constata Claire un matin, sans préambule, en apportant 2 tasses de café fumant. « Je l'ai toujours été », répondit Amélie dans un souffle. « C'est bien le problème. »« Non, Caramia, le problème, c'est que tu as peur. » Amélie leva les yeux vers son amie, cette femme qui était devenue sa sœur de cœur, sa confidente, son ancrage dans cette nouvelle vie. « Bien sûr que j'ai peur. Peur de redevenir cette femme effacée que j'étais. Peur de sacrifier cette indépendance pour laquelle j'ai tant lutté. Peur qu'il redevienne l'homme froid qu'il était dès que la nouveauté s'estompera. » Claire s'assit à côté d'elle sur le petit canapé défraîchi qui meublait l'atelier. Et si ce n'était pas un retour en arrière, et si c'était un pas en avant, vers quelque chose que vous n'avez jamais eu la chance d'explorer? Comment peux-tu en être sûre? Je ne peux pas. Personne ne peut. C'est ça l'amour, Amélie. C'est un saut dans l'inconnu. Mais tu sais quoi, tu n'es plus la même femme qu'il y a 9 mois. Tu es forte maintenant. Tu sais qui tu es. Tu ne te perdras plus. Ce soir-là, Amélie monta sur la terrasse de son immeuble, d'où elle avait vu sur tout Florence. Les toits de tuiles rouges s'étendaient jusqu'à l'Arno, ponctués par la silhouette majestueuse du Duomo et les tours médiévales qui racontèrent l'histoire millénaire de cette ville qui l'avait guérie. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Lorenzo. « Pronto, bella Amélie. Comment vas-tu, Lorenzo? J'ai besoin de te demander quelque chose. Et j'ai besoin d'une réponse complètement honnête. Bien sûr, dis-moi. » Amélie prit une profonde inspiration. « Quand tu as vu Armand à Bordeaux, tu penses vraiment qu'il a changé? Ou est-ce que tu me dis ce que tu crois que j'ai envie d'entendre ?» Un long silence s'installa. Lorenzo réfléchissait, pesant ses mots avec soin. « Amélie, cet homme n'est plus du tout celui que j'ai rencontré au gala il y a 9 mois. Plus du tout. » Sa voix était grave, sincère. « Je l'ai vu pleurer en parlant de toi. Je l'ai vu montrer ses mains abîmées par le travail manuel avec une fierté d'enfant. Il m'a parlé de sa thérapie, de ses découvertes sur lui-même, de la façon dont il voit l'amour maintenant.
Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas vouloir le garder près de soi, c'est vouloir son bonheur, même si ce bonheur se trouve ailleurs. Lorenzo marqua une pause. Il m'a dit, si Amélie est plus heureuse sans moi, alors je dois l'accepter. Mon rôle n'est pas de la convaincre de revenir, mais de devenir l'homme qu'elle aurait mérité dès le premier jour. Les larmes coulaient maintenant sur les joues d'Amélie. Il a changé, cara mia, vraiment, mais toi aussi tu as changé. La question n'est pas de savoir si vous pouvez redevenir ce que vous étiez. La question est de savoir si vous voulez découvrir ce que vous pourriez être ensemble. Cette nuit-là, Amélie ne ferma pas l'œil. Elle arpentait son petit appartement, la clé dans une main, son téléphone dans l'autre. Plusieurs fois, elle commença à composer le numéro d'Armand, puis raccrochait avant que ça ne sonne. À l'aube, elle prit sa décision. Elle réserva un vol pour Bordeaux, départ le soir même. Puis elle appela Claire. « Je pars », annonça-t-elle simplement. « Je sais, je l'ai compris hier soir quand tu es rentré. Tu avais cette lueur dans les yeux, celle que tu as quand tu as trouvé la composition parfaite pour une toile. Et si je me trompe? Et si c'est une erreur monumentale? Alors tu reviendras. Florence sera toujours là pour toi. Moi aussi. » Claire sourit tendrement. « Mais si tu ne tentes pas, tu passeras ta vie à te demander « et si ?» Et ça, cara mia, c'est pire que tous les échecs du monde. L'avion décolla de Florence à 20h, emportant Amélie vers un avenir incertain. Dans son sac à main, elle serrait la clé en cuivre, mais aussi autre chose. Le ticket d'avion retour prévu 3 jours plus tard, au cas où. Pendant le vol, elle regarda défiler par le hublot les lumières de l'Europe. Elle pensait à ses 9 mois de reconstruction, à cette femme qu'elle était devenue, forte et indépendante. Elle pensait aussi à cet homme qu'Armand prétendait être devenu, vulnérable et aimant. Peut-être avaient-ils tous les deux à s'échanger pour écrire une nouvelle histoire. Ou peut-être allait-elle au-devant d'une désillusion cruelle. Seul l'avenir le dirait. L'avion amorça sa descente vers Bordeaux. Dans quelques heures, elle aurait la réponse à la question qui la hantait depuis 9 mois. L'amour pouvait-il vraiment renaître de ses cendres? À l'aéroport, elle héla un taxi et donna l'adresse inscrite sur la petite carte accompagnant la clé. Le chauffeur hocha la tête et démarra dans la nuit bordelaise, emportant Amélie vers son destin. 40 minutes plus tard, le taxi s'arrêtait devant une grille en fer forgé qui s'ouvrait sur une allée bordée de chênes centenaires. Au bout du chemin, une maison de maître du XVIIIe siècle se dressait dans la lumière douce des lanternes extérieures. Restaurée avec un goût exquis, elle respirait l'élégance et la sérénité. Amélie paya le taxi et resta seule devant la grille, la clé dans sa main tremblante. C'était le moment de vérité. Le moment où elle allait découvrir si l'homme qu'elle avait aimé méritait vraiment une seconde chance. Elle glissa la clé dans la serrure et poussa doucement la porte. La porte s'ouvrit en silence sur un hall d'entrée baigné d'une lumière douce. Amélie retint son souffle. Tout était différent de ce qu'elle avait imaginé. Là où elle s'attendait à retrouver l'opulence froide du style Girard, elle découvrait une élégance chaleureuse, des matériaux nobles mais authentiques, pierres apparentes, poutres en chêne massif, tommettes anciennes patinées par le temps. « Armand » appela-t-elle doucement, sa voix résonnant dans l'espace. Pas de réponse. Ses pas le menèrent naturellement vers le salon, éclairé par des bougies disposées avec soin. Sur une table basse en bois flotté, elle découvrit une enveloppe portant son prénom. À l'intérieur, quelques lignes de l'écriture désormais familière. « Amélie, si tu lis ces mots, c'est que tu as eu le courage de venir. Je suis parti te donner l'espace de découvrir cette maison sans ma présence, pour que tu puisses la juger sans influence. Explore, prends ton temps. Si tu décides de repartir, je comprendrai. Si tu décides de rester, tu me trouveras dans le vignoble derrière la maison. Merci d'être venu. » Ah, Amélie sourit malgré elle. Même maintenant, il respectait sa liberté de choix. Ne forçait rien. Elle glissa la lettre dans sa poche et commença à visiter cette maison qui racontait l'histoire de sa transformation. Chaque pièce révélait un détail qui la touchait. Dans la cuisine, spacieuse et moderne mais conservant le charme de l'ancien, elle remarqua une machine à café italienne, la même marque que celle qu'elle utilisait à Florence. Sur le plan de travail, des livres de cuisine française et italienne côte à côte. Dans le salon, une bibliothèque mêlait ouvrages sur la viticulture et romans qu'elle reconnut pour les avoir mentionnés comme ses préférés lors de conversations oubliées de leur mariage. Elle monta à l'étage. La première chambre avait été transformée en atelier d'artiste, avec un chevalet face à une large baie vitrée donnant sur les vignobles. Sur une étagère, des tubes de peinture neufs, des pinceaux de qualité professionnelle, et une toile inachevée, des vignes sous le soleil couchant, dans un style qui rappelait ses propres œuvres florentines. La chambre principale,
la bouleversa. Simple, épurée, avec un grand lit aux draps blancs immaculés, mais surtout, sur la table de nuit, une photo d'eux, le jour de leur mariage. Pas la photo officielle, figée et protocolaire, mais un cliché volé par le photographe où ils se regardaient avec une tendresse qu'elle avait oubliée. À côté, un autre cadre, vide, attendant. Amélie redescendit, le cœur battant. Cette maison n'était pas un piège doré ou une reconstitution de leur passé, c'était une promesse d'avenir, construite pierre par un homme qui avait appris à aimer vraiment. Elle sortit par la porte-fenêtre du salon et découvrit une terrasse donnant sur un vignoble en pente douce. Les rangées de vignes s'étendaient jusqu'à l'horizon, baignées par la lumière argentée de la pleine lune. Au loin, elle aperçut une silhouette assise sur un banc de pierre, Armand. Elle s'avança lentement dans l'allée qui serpentait entre les ceps. Plus elle se rapprochait, plus elle distinguait ses traits. Il avait maigri. Ses cheveux avaient pris quelques fils d'argent, mais son visage respirait une sérénité qu'elle ne lui avait jamais vue. Il regardait les vignes avec une expression de paix profonde, comme un homme qui avait enfin trouvé sa place dans le monde. « Bonsoir », murmura-t-elle en arrivant à sa hauteur. Il sursauta légèrement, puis son visage s'illumina d'un sourire qui effaça instantanément toutes les années de froideur passées. « Tu es venu ?» dit-il simplement sans bouger du banc, comme s'il craignait qu'un geste trop brusque ne la fasse s'envoler. « J'avais une clé », répondit-elle avec un sourire timide. « Et la maison te plaît ?» Amélie s'assit à côté de lui, gardant une distance respectueuse. « Elle est magnifique. Tu l'as vraiment rénovée tout seul. Chaque pierre, chaque poutre. J'ai mis 8 mois. » Il contempla ses mains abîmées par le travail. « J'ai tout appris. Maçonnerie, électricité, plomberie. Au début, c'était catastrophique. Mes premiers essais de carrelage ressemblaient aux œuvres d'un enfant de 5 ans. » Amélie rit, un rire cristallin qui résonna dans la nuit tiède. « Et maintenant, je sais construire quelque chose de mes mains. Pas seulement gérer un héritage, mais créer. » Il tourna son visage vers elle. « Comme toi avec tes peintures. Tu as vu mes œuvres ? Lorenzo m'a montré des photos de ton exposition. J'étais si fier, Amélie, si fier de voir cet artiste que tu cachais émerger enfin. » Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué par le chant des grillons et le murmure du vent dans les vignes. « Pourquoi as-tu planté de la vigne ici ?» demanda Amélie. « Parce que c'est ce que nous savons faire tous les deux, faire naître quelque chose de beau à partir de la terre, patiemment, avec amour. » Il marqua une pause. « Et parce que j'espérais qu'un jour, nous pourrions le faire ensemble. » Amélie sentit les larmes monter. « Armand, non, laisse-moi te dire quelque chose d'abord. » Il se tourna complètement vers elle. « Je ne veux pas que tu reviennes par pitié, ou par nostalgie, ou parce que cette maison est belle. Je veux que tu saches exactement qui je suis maintenant, ce que je peux t'offrir et ce que je ne peux pas. » Il prit une longue inspiration. « Je ne serai jamais parfait. Je ferai encore des erreurs. J'aurai encore des moments de doute ou de peur. Mais je ne serai plus jamais l'homme qui t'ignore, qui te traite comme un accessoire, qui a honte de ses sentiments. Cet homme-là est mort le soir où tu es parti. Et qu'est-ce que tu peux m'offrir ?» murmura Amélie. « Un amour vrai, patient, respectueux, un partenaire qui t'écoutera vraiment, qui soutiendra tes rêves, qui célébrera tes succès sans essayer de te diminuer. » Ses yeux brillaient dans la lumière de la lune. « Je peux t'offrir cette maison que nous finirons d'aménager ensemble, ces vignes que nous ferons grandir ensemble, une vie où tu seras libre d'être pleinement toi-même. Et que ne peux-tu pas m'offrir? La garantie que ce sera facile, la promesse qu'il n'y aura jamais de dispute ou de malentendu, le luxe de l'ancienne vie. J'ai renoncé à la plupart de mes parts dans l'entreprise familiale. » Il sourit. « Mais je peux t'offrir quelque chose de plus précieux, l'authenticité. » Amélie le regardait, cet homme qu'elle avait aimé sans espoir pendant 3 ans, qui était parti si loin d'elle qu'elle avait cru ne jamais pouvoir le retrouver, et qui revenait maintenant transformé, vulnérable, vrai. « J'ai peur, avoua-t-elle. Moi aussi, mais j'ai plus peur encore de ne pas essayer. » Elle posa sa main sur la sienne, sentant la rugosité nouvelle de sa paume, ces callosités qui témoignaient de sa métamorphose. Si nous faisions ça, ce ne serait pas un retour en arrière. Ce serait un nouveau commencement, avec les personnes que nous sommes devenues. Amélie ferma les yeux, sentant la brise tiède caresser son visage, respirant l'odeur de la terre et des vignes, écoutant son cœur qui battait enfin au même rythme que celui de l'homme à côté d'elle. « D'accord, » murmura-t-elle. « Essayons. » Le sourire d'Armand illumina la nuit. Lentement, respectueusement, il approcha son visage du sien. Cette fois, quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce n'était plus un baiser d'adieu désespéré, mais un baiser d'espoir, un baiser qui scellait
non pas la fin de leur histoire, mais son véritable commencement. 6 mois plus tard, Amélie accrochait sa dernière toile dans la galerie d'art de Saint-Émilion qu'elle venait d'ouvrir. Renaissance, c'était le titre de cette nouvelle exposition qui mélangeait ses œuvres florentines et ses créations récentes inspirées des paysages bordelais. Armand arriva avec un bouquet de pivoine blanche, ses fleurs préférées, qu'il avait appris à reconnaître. « Prête pour le vernissage ?» demanda-t-il en l'embrassant tendrement. « Prête », répondit-elle en admirant sa galerie, leur vignoble visible par la fenêtre, cette vie qu'ils construisaient ensemble, pierre par pierre, jour après jour. L'amour, avait-elle appris, n'était pas une destination, c'était un voyage, et certains voyages valaient la peine de tous les détours. Les rayons dorés du soleil couchant filtraient à travers les rideaux de lin blanc de la galerie Renaissance, projetant des ombres dansantes sur les toiles exposées. Amélie terminait d'accrocher les dernières œuvres de sa nouvelle collection Racine et Envol, quand la clochette de l'entrée tinta doucement. « Nous sommes fermés », lança-t-elle sans se retourner, concentrée sur l'alignement parfait du tableau qu'elle venait d'installer. « Même pour ton mari ?» répondit la voix familière d'Armand, tendre et amusée. Amélie sourit et se retourna. Après 3 ans de vie commune, elle ne se lassait pas de ce moment quotidien où elle le redécouvrait, comme si chaque jour révélait une nouvelle facette de l'homme qu'il était devenu. Ce soir, il portait sa chemise de travail légèrement tachée de terre, ses cheveux ébouriffés par le vent des vignes et ce sourire paisible qu'elle chérissait tant. « Comment s'est passée la vendange ?» demanda-t-elle en venant l'embrasser. « Magnifique. Les grappes de merlot sont parfaites cette année. » Il la serra contre lui, respirant le parfum de ses cheveux. « Et ton accrochage ?» Presque terminé. L'exposition ouvre demain soir. Armand fit le tour de la galerie, s'arrêtant devant chaque nouvelle toile avec cette attention respectueuse qu'il portait désormais à l'art de sa femme. Ses dernières œuvres étaient différentes de celles qu'elle peignait à Florence ou même lors de ses premiers mois de retour. Plus matures, plus profondes, elles racontaient l'histoire de Racine qui se renforce tout en permettant l'envol vers de nouveaux horizons. « Celle-ci » dit-il en désignant une toile où des vignes anciennes côtoyaient de jeunes pousses sous un ciel aux nuances infinies. « Elle me rappelle notre histoire. »« C'est exactement ça, » répondit Amélie en venant se blottir contre son épaule. « Les anciennes racines qui nourrissent les nouvelles croissances. » Ils restèrent un moment silencieux, contemplant ensemble ces œuvres qui témoignaient du chemin parcouru. La galerie était devenue bien plus qu'un simple commerce. C'était un lieu de rencontre pour les artistes locaux, un espace où l'art et le vin se côtoyaient harmonieusement, attirant des visiteurs du monde entier. « Au fait, » dit Armand en sortant une enveloppe de sa poche, « nous avons reçu du courrier. » L'enveloppe portait le cachet de Florence. Amélie l'ouvrit avec curiosité et découvrit une carte postale représentant la vue depuis son ancien appartement de la Via Santo Spirito. Au dos, l'écriture généreuse de Claire. « Cara Amélie, je viens d'apprendre la merveilleuse nouvelle. Félicitations à vous deux. Je savais que vous trouveriez votre chemin l'un vers l'autre. Hâte de rencontrer ce petit miracle qui grandit en toi. Tout mon amour. Claire. PS. J'arrive la semaine prochaine avec un cadeau spécial pour le bébé. » Amélie sourit, une main instinctivement posée sur son ventre encore plat. La grossesse n'en était qu'à ses premiers mois, mais il venait tout juste d'annoncer la nouvelle à leurs proches. Claire, fidèle à elle-même, avait deviné avant même qu'ils ne lui disent explicitement. « Elle a toujours eu une intuition extraordinaire, » murmura Amélie. « Comme le jour où elle t'a dit que je t'aimais vraiment, bien avant que je ne le comprenne moi-même. » Ils fermèrent la galerie et rentrèrent à pied jusqu'à leur maison, empruntant le petit chemin qui serpentait entre leurs vignes. Le domaine clos des nouveaux commencements, nom qu'ils avaient choisi ensemble, s'étendait maintenant sur 15 hectares. Leur premier vin, issu de méthodes biologiques qu'Amélie avait contribué à développer, commençait à être reconnu par la critique spécialisée. Sur la terrasse, la table était dressée pour un dîner aux chandelles. Armand avait pris l'habitude de ces petites attentions quotidiennes qui transformaient les soirées ordinaires en moments précieux. « J'ai une surprise », annonça-t-il, en disparaissant dans la cuisine. Il revint avec une bouteille qu'Amélie ne reconnut pas immédiatement. L'étiquette, élégante et sobre, portait simplement « Cuvée Amélie, millésime 2024, premier vin du clos des nouveaux commencements. » « Armand, tu n'as pas fait ça ?» Elle était émue aux larmes. « Si, c'est le premier vin que nous avons fait ensemble, de A à Z, depuis le choix des parcelles jusqu'à l'assemblage final. » Il déboucha précautionneusement la bouteille. « Je voulais que tu sois la première à le goûter. » Amélie huma le vin avec l'expertise qu'elle avait développée au fil des années. Les arômes étaient pas complexes.
équilibré, révélant toute la richesse du terroir qu'ils avaient patiemment travaillé. « Il est parfait, murmura-t-elle. « Comme nous, répondit Armand en levant son verre, à nos racines et à nos envols. À nos racines et à nos envols, répéta Amélie en trinquant. Alors que la nuit tombait doucement sur les vignobles bordelais, ils parlèrent de leurs projets, l'agrandissement de la galerie, la nurserie qu'ils allaient aménager dans l'ancienne chambre d'amis, le voyage en Toscane qu'ils feraient avec leur enfant pour lui faire découvrir Florence, la ville qui avait permis à sa mère de renaître. « Tu sais, dit Amélie en contemplant les étoiles qui apparaissaient une à une, il y a 4 ans, si quelqu'un m'avait dit que je serais ici, avec toi, enceinte et heureuse, je ne l'aurais jamais cru. Moi non plus, admit Armand. J'étais si aveugle, si fermé, si loin de l'homme que je voulais être. Mais tu es devenu cet homme, nous sommes devenus les personnes que nous étions destinées à être. » Armand prit la main de sa femme, entrelaçant ses doigts aux siens. Ses mains qui avaient appris à travailler la terre, à construire leur maison, à caresser tendrement, portèrent maintenant des alliances qu'ils avaient échangées l'année précédente lors d'une cérémonie intime dans leur propre vignoble, entourés seulement de leurs amis les plus proches. « Je t'aime, Amélie Dufresne-Girard, murmura-t-il. « Je t'aime aussi, Armand Girard, répondit-elle en se penchant pour l'embrasser. Ce baiser-là n'avait rien de commun avec celui, désespéré, qu'ils avaient échangé dans les jardins d'hiver 4 ans plus tôt. C'était un baiser de sérénité, de confiance, de projet partagé, un baiser qui scellait non plus une fin ou un commencement, mais la continuité d'un amour qui avait appris à grandir. Au loin, les lumières de Saint-Émilion scintillaient comme des étoiles terrestres. Dans quelques mois, leur enfant découvrirait ce paysage, cette maison construite par l'amour et la persévérance, ces vignes qui racontaient l'histoire de 2 êtres qui avaient failli se perdre avant de se retrouver vraiment. L'amour véritable, avaient-ils appris, n'était ni un coup de foudre ni une évidence immédiate. C'était un choix quotidien, une construction patiente, une alchimie délicate entre respect et passion, liberté et engagement. C'était accepter que l'autre grandisse et change, tout en grandissant et changeant soi-même. Cette nuit-là, bercée par le chant des grillons et le murmure du vent dans les vignes, Amélie et Armand s'endormirent enlacés, confiants en l'avenir qu'ils continuaient d'écrire ensemble, page après page, vendange après vendange, baiser après baiser. Car certaines histoires d'amour valent tous les détours, toutes les séparations, toutes les renaissances nécessaires, et la leur ne faisait que commencer. Amélie a-t-elle pris la bonne décision, en donnant une seconde chance à Armand, ou croyez-vous que certaines erreurs sont impardonnables en amour? Après 3 années d'indifférence et de solitude dans son mariage, elle avait trouvé sa liberté à Florence et était devenue une femme forte et indépendante. Quand Armand a finalement changé et s'est transformé en l'homme qu'elle avait toujours mérité, était-il déjà trop tard? Pardonneriez-vous à quelqu'un qui vous a ignoré pendant des années, même si cette personne prouvait une transformation réelle? Votre participation sur la chaîne est très importante. Merci de laisser votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.